À la fête de Noël, mon jeune frère a découvert que je possédais un café. Et mes parents ont immédiatement haussé le ton et déclaré, « Tu dois le céder à ton frère. Il le mérite plus. » Je me suis contenté de sourire et de répondre. Au dîner de Noël, mon frère a découvert que je possède une chaîne de café évaluée à 83 millions d'euros. Et mes parents ont instantanément exigé que je vende des actions, que je partage l'argent avec toute la famille et que je cède le titre de présidente directrice générale à Léo parce que, il le mérite plus que tu ne le mériteras jamais. Je me suis contenté de sourire et de répondre par une seule phrase qui a fait taire toute la tablée. Bonjour à tous. Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 36 ans, et ce soir, je vais enfin vider mon sac. Pendant 20 ans, ma famille ne m'a jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement dans la vie. Ils supposaient que j'étais toujours la serveuse fauchée qui peinait à payer son loyer. Il s'avère que j'ai bâti quelque chose qu'ils n'ont jamais pris la peine de voir. Avant de vous dire exactement ce que j'ai dit ce soir-là et ce qui s'est passé ensuite, j'ai besoin d'une petite faveur. Nous avons perdu un peu de vitesse ces derniers temps, et appuyer sur le bouton d'abonnement est le moyen gratuit le plus rapide de nous aider à continuer de vous apporter ces histoires de vie incroyables. Cela prend une seconde, représente énormément pour nous, et nous permet de faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, revenons au moment où tout a commencé. Tout a basculé l'année de mes 7 ans. Cet hiver-là, Léo a commencé à tomber très malade, encore et encore, des crises d'asthme qui bleuissaient ses lèvres, une pneumonie qui l'a ramené à l'hôpital 3 fois en 4 mois. Les médecins l'ont gavé de stéroïdes et d'inhalateurs et ont dit à maman et papa de garder l'environnement aussi propre que possible. Mes parents ont suivi ce conseil et l'ont transformé en une guerre à plein temps contre les microbes. Ils ont trouvé en ligne une vieille brochure médicale qui prétendait que les frères et sœurs aînés pouvaient déclencher des crises d'asthme simplement en étant porteurs de virus normaux. À partir de ce jour, la maison est devenue une unité scellée. Des purificateurs d'air vrombissaient dans chaque coin, les meubles étaient recouverts de plastique, et l'odeur d'eau de Javel était si forte qu'elle me faisait pleurer dès que je passais la porte. Des flacons de désinfectant pour les mains trônaient sur chaque surface, comme des décorations. La règle était immédiate et non négociable. Dès que Léo toussait, avait une respiration sifflante ou la moindre fièvre, je devais partir. Maman attrapait le même vieux sac à dos bleu, y fourrait les vêtements les plus proches et me conduisait directement chez Papy Henri, à l'autre bout de la banlieue. Elle me déposait, une brève étreinte, et repartait aussitôt pour surveiller les niveaux d'oxygène de Léo. Certains séjours duraient une fin de semaine, d'autres des semaines. Une fois, cela a duré 26 jours parce que Léo rechutait chaque fois qu'ils essayaient de le ramener à la maison. J'ai appris à faire des bagages légers et rapides car il n'y avait jamais de préavis. La maison de Papy Henri est devenue ma deuxième adresse. Il ne posait jamais de questions, se contentant d'ouvrir la porte et de réchauffer des raviolis en conserve ou des croque-monsieur. Il me laissait veiller tard en regardant de vieux films et ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau. Mais je n'étais pas stupide. Je savais que je n'étais pas là pour m'amuser. J'étais là parce que mes parents croyaient que ma présence pouvait littéralement envoyer Léo à l'hôpital. À la maison, rien ne tournait jamais autour de moi. Toute la journée de maman tournait autour du calendrier des médicaments de Léo et de ses lectures de débit de pointe. Papa a installé des filtres de qualité hospitalière sur la chaudière et une caméra dans la chambre de Léo pour pouvoir le regarder dormir. Si je marchais trop lourdement dans le couloir, on me sifflait dessus. Si j'osais éternuer, le sac à dos apparaissait avant même que le son ne soit terminé. J'ai arrêté de leur dire quand j'attrapais un rhume. Je faisais semblant d'aller bien, je ravalais ma toux jusqu'à ce que ma gorge saigne, et je priais pour que Léo n'attrape pas ce que j'avais, parce que si c'était le cas, d'une manière ou d'une autre, ce serait quand même de ma faute, simplement parce que j'existais dans la même maison. Il le justifiait à voix haute à chaque fois. Léo a besoin d'un calme absolu et d'un air pur. Amélie est indépendante. Elle va bien chez Papy Henri. Elle comprend que son frère est fragile. J'étais une enfant. Je ne comprenais rien, sauf qu'être en bonne santé faisait de moi un danger. À 9 ans, je pouvais faire ce sac à dos les yeux bandés. À 10 ans, j'ai arrêté de demander quand je rentrerais à la maison. J'attendais juste que le téléphone sonne et que la voix de maman dise que Léo était assez stable pour que je revienne. La plupart du temps, je rentrais dans une maison qui sentait encore la piscine et retrouvais un frère qui se faisait étreindre dès qu'il me voyait, tandis que moi, j'avais droit à un bref, va te laver les mains. Tu viens de dehors. Papy Henri était le seul à me demander comment s'était passée l'école ou ce que je voulais pour le dîner. Il s'asseyait avec moi sur sa balancelle de Porsche et disait « Il t'aime,
ma petite. Ils sont juste terrifiés. Peut-être qu'il avait raison. Mais la terreur ne ressemble pas à de l'amour quand on est celle qui est expédiée ailleurs chaque fois que son petit frère tousse. Plus je vieillissais, plus cela devenait clair, si je voulais une vie qui ne soit pas mesurée en crise d'asthme et en vapeur d'eau de Javel, je devais la construire moi-même. Le lycée s'est transformé en un compte à rebours. Chaque excellente note, chaque mention au tableau d'honneur, chaque demande de bourse était un pas de plus vers une porte qui se refermerait enfin derrière moi. J'ai tout rempli moi-même, les dossiers Parcoursup, les demandes de bourse du CROSS, les demandes de recommandation. Maman et papa ne connaissaient même pas les dates limites. Ils étaient trop occupés à conduire Léo chez un autre pneumologue ou à récupérer sa nouvelle ordonnance. En terminale, j'ai été accepté à HEC Paris avec une bourse complète, frais de scolarité, logement, nourriture, livres, tout était couvert. J'ai imprimé la lettre d'acceptation à la bibliothèque parce que nous n'avions pas d'imprimante. Quand je la leur ai montrée au dîner, maman a levé les yeux de la dose d'inhalateur de Léo qu'elle préparait et a dit « C'est bien, chérie, mais c'est si loin. » Et si Léo a une crise et a besoin de nous? Papa a ajouté qu'il ne pourrait pas aider avec les frais de déménagement car le nouveau nébuliseur de Léo coûtait 740 €. Léo a juste eu un sourire narquois et a demandé s'il pouvait avoir ma chambre pour son installation de jeux vidéo. Le jour de la remise des diplômes est arrivé. Je portais la toge et le mortier que j'avais acheté avec mes pourboires, j'ai traversé la Seine en tant que major de ma promotion, et j'ai regardé 300 sièges vides où ma famille aurait dû être. Maman a envoyé un texto 1 heure avant la cérémonie, Léo avait de nouveau une respiration sifflante. Ils avaient dû l'emmener d'urgence aux urgences. Personne n'est venu, pas même pour une photo. Pendant ce temps, Léo recevait un traitement royal dans sa propre école. Les professeurs le laissaient rendre ses devoirs des semaines en retard. Il manquait des mois entiers et réussissait quand même parce que maman écrivait des mots du médecin qui disaient en gros que le stress le rendait malade. Quand il a eu 16 ans, ils lui ont acheté une Peugeot 208 toute neuve, payée comptant, car les transports en commun pouvaient l'exposer aux microbes. Moi, je prenais encore le bus avec 2 correspondances pour me rendre à mes postes de fin de semaine. Ces postes étaient à la brasserie chez Milly dans les quartiers sud de Lyon, ouverte 24 heures sur 24, avec une graisse assez épaisse pour qu'on puisse la goûter. J'ai commencé à 14 ans avec une autorisation de travail, à servir du café, à récurer les tables, à compter chaque euro pour les manuels et les acomptes pour ma chambre d'étudiante. La propriétaire, Madame Garcia, me glissait des pourboires supplémentaires et des restes de tarte les soirs où j'avais l'air trop fatigué. Mes parents ne m'ont jamais demandé d'où venait l'argent. Ils supposaient juste que j'étais sorti avec des amis. J'ai gardé la tête baissée, j'ai entassé l'argent dans une boîte à chaussures sous mon lit, et j'ai surveillé le calendrier. Chaque journée portes ouvertes, j'y suis allé seul. Chaque visite de campus, je l'ai payée avec les pourboires du restaurant. Chaque acompte, je l'ai viré depuis le bureau Western Union du magasin du coin. Le jour où j'ai emménagé dans ma chambre universitaire, c'est l'oncle Fabien qui m'a conduite parce que maman et papa étaient de nouveau aux urgences avec Léo. Il m'a donné 460 € en espèces et m'a dit que papy Henri les avait économisés sur ses chèques de pension. Cet argent a acheté mon premier vrai ordinateur portable. L'école de commerce elle-même était la liberté enveloppée d'épuisement, cours à 8 heures, bibliothèque jusqu'à la fermeture, puis poste de fermeture dans un café du campus pour couvrir les extras que ma bourse ne couvrait pas. Je n'ai jamais donné mon emploi du temps à mes parents. Ils n'ont jamais demandé. Quand j'étais sur la liste d'excellence du doyen chaque semestre, les certificats allaient dans un dossier qu'ils n'ont jamais vu. Quand Léo a raté sa première année d'IUT, ils ont payé des tuteurs et un nouvel ordinateur portable de jeu pour réduire le stress. En dernière année, je fonctionnais à la caféine et à la détermination. J'ai de nouveau défilé pour la remise des diplômes, avec la plus haute distinction. Et encore une fois, les sièges de ma famille étaient vides. Cette fois, l'excuse était que Léo avait une mauvaise réaction au pollen du printemps. J'ai pris un égo-portrait sur le campus, seul, j'ai souri pour personne, et je me suis promis qu'à partir de ce jour, mes réussites n'appartiendraient qu'à moi. Le mois de ma remise de diplôme, je suis entré dans une petite brûlerie à la Croix-Rousse, à la recherche de n'importe quel travail qui payait plus que le salaire minimum. L'endroit s'appelait Le Grain et la Feuille, 37 mètres carrés, un sol en carrelage fissuré, un torréfacteur Proba Vintage qui sonnait comme un réacteur d'avion, et un menu manuscrit au-dessus de la caisse. Marc, le propriétaire, m'a embauché le même après-midi parce que je lui ai dit que je pouvais ouvrir à 5h30 et fermer à 22h sans me plaindre. Pendant les 6 premiers mois, j'ai pratiquement vécu là-bas.
Je gardais un sac de couchage et un tapis de yoga enroulé sous le comptoir de préparation, je m'écroulais là quand le dernier métro était parti, et je me réveillais à 4h15 pour allumer le torréfacteur avant l'arrivée du premier livreur. J'étais debout de 5h30 du matin jusqu'à 23h, parfois plus tard si nous manquions d'un lot d'origine unique. J'avais les mains couvertes d'ampoules à force de tasser le café, les avant-bras brûlés par la vapeur du lait, les chaussures constamment trempées de lait d'avoine renversé. J'ai goûté chaque grain qui passait la porte, des Éthiopiens naturels et vifs qui avaient un goût de myrtille et de champagne, des miels du Costa Rica avec des notes de pêche et de jasmin, un geisha du Panama qui coûtait plus cher le kilo que le filet mignon. Les clients ont commencé à demander, la fille qui connaît les Éthiopiens, et attendaient même lorsque la file d'attente sortait par la porte. Je gardais un carnet Moleskine noir derrière la caisse et j'y notais chaque temps d'extraction, chaque note de dégustation, chaque ratio qui faisait que quelqu'un fermait les yeux et murmurait, mince alors. Après la fermeture, je restais seul, à peaufiner de nouveaux mélanges sur la machine de rechange, à nettoyer les moulins jusqu'à 2h du matin juste pour essayer une variable de plus. Marc m'a finalement donné une clé et m'a dit de fermer quand j'aurais fini. Certaines nuits, je ne partais pas du tout. Un habitué, Paul, venait tous les mardis et jeudis à 7h12 précise, portant un costume bleu marine sur mesure. Il commandait toujours un double ristretto dans une tasse en céramique, sans lait, sans sucre. Au bout de 3 mois, il a remarqué le sac de couchage sous le comptoir et m'a demandé pourquoi je vivais comme une fugitive. J'en ai ri au début, puis je lui ai dit la vérité, j'essayais de construire quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. Il a fini son expresso, a glissé une carte de visite couleur crème sur le bar et a dit, appelez-moi quand vous aurez quelque chose à présenter. Je l'ai appelé 9 mois plus tard avec une présentation de 53 pages que j'avais rédigée dans le métro des Entre-deux-Postes. L'Aurore Café, des boutiques de petite surface, où l'on reste debout, un approvisionnement obsessionnel en commerce direct, des baristas formés comme des sommeliers, des prix 20% supérieurs au marché parce que la qualité n'est pas bon marché. Paul l'a lu en une nuit et m'a présenté à 2 investisseurs providentiels. La semaine suivante, ils ont rédigé le premier chèque de 275 000 € sur une serviette en papier, au comptoir même sous lequel je dormais. 18 mois plus tard, le premier l'Aurore Café a ouvert dans le quartier des Pentes, 74 mètres carrés, des bars en bois de récupération, pas de chaises, des stations de café filtres comme des hôtels. Nous avons vendu tout notre stock de grains le 3e jour. Le 2e emplacement a ouvert à la Confluence 11 mois plus tard. Puis Grenoble, puis Marseille. Chaque nouveau magasin finançait le suivant. La 5e année, nous avons levé un véritable tour de table d'amorçage de 3,7 millions d'euros, nous sommes passés à un modèle de franchise étroitement contrôlé où j'approuve encore personnellement chaque profil de torréfaction et chaque nouveau propriétaire, et j'ai enfin quitté le studio au-dessus de la brûlerie d'origine qui sentait en permanence le sucre brûlé. La série A eu lieu la 7e année, 16,5 millions d'euros pour une valorisation pré-investissement de 46 millions. La série B s'est conclue il y a 14 mois, 35 millions d'euros de plus, portant la valorisation post-investissement à 83 millions d'euros exactement. 9 magasins au total maintenant, dans le quart sud-est de la France, Lyon, Les Fleurons, Grenoble, Marseille, sur le Vieux-Port, Nice, près du centre, Strasbourg, et Bordeaux. Chaque emplacement est rentable en moins de 6 mois. Chaque sac de grains est encore torréfié dans ce probat d'origine que je refuse de mettre à la retraite. Le logo du pic blanc sur fond bleu nuit est reconnaissable à 3 pâtés de maison. Et ma signature est toujours sur chaque nouveau contrat de franchise. Je possède 58% de l'entreprise. Les investisseurs possèdent le reste, et mon nom est le seul en haut de la table de capitalisation. Je n'en ai jamais soufflé mot à la maison. Quand maman me demandait ce que je faisais, je disais que je gérais quelques cafés en ville. Papa grognait que ça semblait stable. Léo levait les yeux au ciel et m'appelait, la fille du café, à chaque Noël. Il m'imaginait en train de faire mousser du lait dans une chaîne d'entreprise, peut-être de devenir superviseur si j'avais de la chance. Il n'avait aucune idée que la fille qu'il voyait encore en tablier noir prenait des jets privés pour conclure des financements à 8 chiffres. J'ai gardé le secret pour la même raison que j'ai dormi un jour sous un comptoir, le jour où quelque chose m'appartient vraiment, je ne laisse personne d'autre y apposer son nom. À 28 ans, l'entreprise a finalement atteint un chiffre d'affaires constant à 8 chiffres. Les chiffres semblaient insensés sur le papier, mais je vivais toujours dans le même 2 pièces à la Confluence, je conduisais une Renault de 5 ans et je portais les mêmes jeans noirs jusqu'à ce qu'ils se déchirent. Je me disais que c'était de la discipline. En réalité, c'était une armure. Cette même année, maman a appelé en pleurant à propos du crédit immobilier.
Léo avait détruit sa deuxième Peugeot 208, et l'assurance ne couvrait pas tout. Les heures de papa à l'entrepôt avaient été réduites. Ils avaient 2 mois de retard, et la banque envoyait des lettres. Je l'ai écouté sangloter pendant 20 minutes, puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai mis en place un virement récurrent, 7 400 € le premier de chaque mois sur leur compte courant juin. Je l'ai libellé, à Dubois, prime et heures supplémentaires, pour que le relevé ait l'air normal. Ils n'ont jamais demandé comment une gérante de café pouvait gagner autant d'argent. Maman a juste envoyé un texto, merci, avec une série d'émojis cœur et a dit, Dieu bénit les gens qui travaillent dur. En quelques semaines, les avis de retard ont cessé. Papa a acheté un nouveau barbecue. Léo a posté des stories Instagram depuis la Côte d'Azur pendant les vacances de printemps. La vie est revenue à la normale pour eux. J'ai continué les virements pendant 8 années consécutives. 96 paiements, 710 000 € au total, virés pendant que j'étais assise en première classe en route pour conclure un autre tour de financement. Chaque fois que l'argent arrivait sur leur compte, maman appelait pour s'extasier sur sa fierté que je gagne enfin un salaire décent au café. Papa se vantait auprès de ses amis que sa fille envoyait un petit quelque chose à la maison pour aider. Léo a acheté une Rolex et a dit à tout le monde que sa grande sœur l'avait bien aidé. Les dîners du dimanche sont restés exactement les mêmes. J'arrivais en leggings Monoprix et en sweat à capuche, avec une bouteille de vin premier prix. Maman me serrait dans ses bras et me chuchotait, « Nous sommes si reconnaissants pour ce que tu fais, chérie », puis passait le reste de la soirée à interroger Léo sur son dernier entretien d'embauche ou sa nouvelle petite amie. Papa me tapotait l'épaule et disait, « Continue de trimer à ce café, ma petite. Tu fais mieux que ce à quoi nous nous attendions. » Léo m'appelait la « reine de la caféine » et riait comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Ils avaient pitié de moi. Vraiment pitié de moi. La fille, qui n'était toujours pas mariée à 34 ans, qui travaillait de ses mains et rentrait probablement chez elle en sentant la vapeur de lait tous les soirs. Maman m'a arrangé un rendez-vous avec le neveu de sa coiffeuse, 2 fois. Papa m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour remplir des candidatures pour quelque chose de plus stable. Je souriais, disais que j'allais bien, et programmais le prochain virement pendant qu'il débarrassait la table. Les voir heureux me faisaient garder le silence. De nouveaux meubles dans le salon, des vacances dont il parlait, Léo conduisant quelque chose de brillant chaque année. Ça faisait moins mal quand je prétendais que l'argent m'achetait une place à table, même si c'était la même chaise pliante dans le coin. Je me disais que près de 7 500 € par mois était le prix de la paix. Je pouvais me le permettre. Ils en avaient besoin. Et ils n'avaient jamais à savoir d'où ça venait vraiment. Chaque Noël, je regardais maman accrocher une nouvelle décoration qui disait « La famille, c'est tout », alors que le fond pour les décorations était littéralement mon virement silencieux. À chaque anniversaire, Léo recevait une carte avec de l'argent que j'avais glissé dedans, et il me serrait dans ses bras en disant « Merci, sœurette. Tu es la meilleure serveuse du monde. » Je riais avec eux parce que l'alternative était de faire exploser la seule version de la famille que j'ai jamais connue. Je portais le masque de la serveuse fauché comme s'il avait été fait sur mesure, les cheveux en chignon désordonnés, pas de bijoux sauf une montre à 10 €, un téléphone à l'écran fissuré. Quand le magazine Capital a publié un petit article sur les marques de café en pleine croissance en France et a cité à Dubois, la présidente directrice générale de l'Aurore Café, je me suis assuré que personne à la maison ne le verrait jamais. Quand l'entreprise a figuré sur le classement des Échos 5000, j'ai célébré seul avec un plat à emporter sur mon canapé. Le secret est devenu une sorte d'addiction. Les regarder dépenser mon argent tout en me traitant comme la cause charitable de la famille était tordue, mais c'était à moi. Pour une fois, je contrôlais l'histoire qu'ils racontaient sur moi. Ce Noël, j'ai proposé de recevoir pour la première fois de ma vie. J'ai appelé maman début novembre et je lui ai dit que je voulais leur enlever tout le fardeau, le lieu, la nourriture, les boissons, tout. Elle a commencé à protester à propos de l'argent, mais je l'ai interrompue et j'ai dit que j'avais mis un peu de côté chaque mois, et que c'était mon cadeau à la famille. Elle a eu les larmes aux yeux au téléphone et a dit à tout le monde à quel point elle était fière que je fasse enfin quelque chose de spécial avec mon petit boulot au café. J'ai réservé le salon du jardin d'hiver privé d'un grand hôtel lyonnais, des murs de verre du sol au plafond, un véritable sapin de 4,5 mètres dégoulinant d'ornements en cristal, des sols en marbre chauffant, et un personnel dédié de 10 personnes. J'ai commandé le menu dégustation complet de leur cuisine étoilée, foie gras poêlé à la figue, tourne-dos rossini au bœuf de Kobe, purée de pommes de terre à la truffe noire, dôme de chocolat saupoudré d'or qui fondait sous un caramel chaud. La facture finale était de 35 000 € avant le pourboire.
Je l'ai payé avec la même carte que j'utilisais pour les commandes de grains de café. 24 invités confirmés, maman, papa, Léo, 3 couples d'oncles et tantes, 7 cousins, plus quelques amis de la famille qui étaient toujours invités. Je portais une simple robe en cachemire anthracite et des talons bas. Rien de tape à accent grave l'œil. Les cheveux dans le même chignon désordonné qu'il voyait depuis des années. Tout le monde est entré, le souffle coupé par les lumières, le sapin, l'odeur de pain et de truffes dans l'air. Maman m'a serré dans ses bras 3 fois et m'a chuchoté que j'avais dû faire des triples postes pendant des mois. Léo se pavanait dans une nouvelle doudoune Moncler, racontant au cousin que sa sœur avait, enfin passé un cap. Les tables étaient dressées avec des assiettes à bordure dorée, des centres de table en cèdre frais, et une liste de lectures personnalisées que j'avais lancée sur mon téléphone plus tôt. Le dîner s'est déroulé à la perfection. Pyramide de champagne, rire, toast à la famille. Je flottais au milieu de tout ça, souriant, remplissant les verres, jouant l'hôtesse reconnaissante qu'ils attendaient. Après le plat de bœuf, Léo a annoncé qu'il avait créé la liste de lecture de Noël ultime et qu'il avait besoin de meilleures enceintes que le système de la salle. Il a repéré mon téléphone en charge sur la crédence en marbre, l'a attrapé comme si c'était le sien. Il connaissait mon code de déverrouillage depuis que nous étions enfants et l'a connecté au système sono caché. Une version jazz douce d'une chanson de Noël s'est répandue dans la pièce. Puis une notification est apparue en haut de l'écran de verrouillage. Grande, en gras, impossible à manquer. Objet, l'Aurore Café, protocole d'accord final. Signé. Valorisation, 83 millions € post-investissement. Principal investisseur, Financière Pont Ouest. Clôture, 8 janvier. Le pouce de Léo s'est figé en plein mouvement. La chanson continuait, mais la pièce est devenue complètement silencieuse. Il a lu les mots à voix haute, butant sur les zéros. 83 millions €. Mon nom complet au centre. Toutes les têtes se sont tournées vers le rectangle lumineux dans sa main. La flûte de champagne de maman a glissé et a explosé sur le marbre. La fourchette de papa a cliqueté contre la porcelaine. Tante Sylvie a vraiment eu le hoquet comme dans un feuilleton. Le visage de Léo est passé par la confusion, la reconnaissance, et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la rage. Le flash d'un téléphone a crépité alors que quelqu'un photographiait l'écran. Mon cœur a martelé contre mes côtes si fort que je l'ai senti dans mes dents. La chaleur m'est montée au visage, mais j'ai forcé ma respiration à rester stable, lente, contrôlée. J'ai marché à une vitesse normale, j'ai pris le téléphone des doigts soudainement mous de Léo, et j'ai appuyé sur le bouton latéral jusqu'à ce que l'écran devienne noir. La musique s'est éteinte avec lui. 10 secondes de silence pur. 24 personnes me fixant comme si je venais d'accomplir un acte de sorcellerie. Maman a été la première à craquer, sa voix petite et tremblante. Amélie, c'est une sorte de blague ? J'ai glissé le téléphone dans ma poche, j'ai regardé autour de la salle scintillante chaque visage qui avait passé des décennies à penser que j'étais l'échec de la famille, et j'ai répondu de la seule façon possible. Non, maman. Ce n'est pas une blague. Papa a claqué son verre de whisky si fort qu'il s'est fissuré. Le cristal lourd s'est fendu en deux, le whisky et le sang se mélangeant sur ses jointures alors que la base se brisait contre le marbre. Il n'a même pas sourcillé. Il était debout, sa chaise s'écrasant en arrière, les veines de son cou saillantes. 83 millions €? A-t-il rugi. Tu as caché 83 millions € pendant que ta mère et moi nous tuions à la tâche pour payer les médecins de Léo? Pendant que nous pensions que tu mangeais des nouilles instantanées dans un studio? Les mains de maman se sont portées à son visage, les larmes coulant instantanément. Toutes ces fois où je t'ai envoyé des colis parce que je pensais que tu avais des difficultés. Tu m'as laissé croire ça. Tu m'as laissé m'inquiéter à en être malade pour ma propre fille. Léo s'est levé si vite que son assiette s'est retournée. La sauce a éclaboussé la nappe blanche. C'est insensé. 83 millions. Tu nous dois tout, Amélie. Tu nous dois tout. Je veux 18,5 millions € aujourd'hui, viré, pour lancer ma propre chaîne. Tu me soutiendras, tu seras mon mentor, tu feras de moi le visage du café de luxe. C'est le moins que tu puisses faire après avoir tout gardé pour toi. Tante Sylvie hochait déjà la tête furieusement. Elle doit vendre au moins 30% et distribuer équitablement entre la famille. C'est ce que font les gens décents. Oncle Raymond a martelé la table. Mettez Léo aux commandes. Le gamin a un charisme naturel. Les clients l'adoreraient en tant que président-directeur général.
Il rendrait l'Aurore Café mondial en un an. La cousine Manon a sorti son téléphone, faisant défiler l'écran. Je viens de vérifier. Une valorisation de 83 millions d'euros signifie qu'elle pourrait encaisser 18 à 27 millions d'euros demain sans même le sentir. Nous ne demandons pas l'aumône. Nous demandons ce qui est juste. Un autre cousin est intervenu. Crée des fiducies pour les enfants. Achète à maman et papa cette villa sur la Côte d'Azur dont ils ont toujours rêvé. Donne à Léo le capital qu'il mérite. Tu t'es assez amusé à jouer à la patronne. Il est temps de partager. Le bruit a doublé. Les voix se chevauchaient. Les exigences se sont faites plus fortes. Quelqu'un a suggéré que je démissionne complètement pour que Léo puisse diriger l'entreprise correctement. Quelqu'un d'autre a dit que je devrais rembourser l'hypothèque de chaque parent comme un miracle de Noël. Maman sanglotait que j'avais trahi la famille en les laissant se débattre pendant que je jouais à la milliardaire. Papa a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu appelleras tes investisseurs dès demain matin et tu commenceras à liquider. Cet argent nous appartient à tous. Nous t'avons élevé. Nous méritons cela. Léo s'est approché de mon visage. Fais de moi le président-directeur général avant le 1er janvier, où j'irai voir tous les journaux, tous les podcasts, tous les influenceurs sur TikTok de France et je leur raconterai comment ma sœur avide a bâti un empire sur le dos de sa famille en souffrance. C'est ton choix. Toute la salle s'est penchée en avant, attendant que je craque, que je m'excuse, que je remette les clés. J'ai regardé la main ensanglantée de papa, le mascara ruiné de maman, le visage suffisant de Léo, chaque cousin calculant déjà sa part. Et j'ai souri du sourire le plus calme que j'ai jamais porté. L'Aurore Café, c'est 20 ans à dormir sous des comptoirs, à manquer des anniversaires et des funérailles, à choisir de payer les salaires plutôt que de prendre des vacances, à apprendre à torréfier des grains à 4 heures du matin pendant que vous dormiez tous. C'est chaque euro que je n'ai jamais dépensé pour moi, chaque relation que je n'ai jamais eue, chaque larme que j'ai ravalée pour pouvoir signer un autre bail. Ce n'est pas votre héritage à diviser. Ce n'est pas votre promotion à distribuer. Ce n'est pas votre histoire à réécrire. C'est la mienne. Et j'ai fini de payer pour le privilège d'être invisible dans ma propre famille. On aurait pu entendre un flocon de neige tomber. 3 jours plus tard, ils se sont présentés au siège social sans prévenir. Maman, papa, Léo, tante Sylvie et oncle Raymond ont déferlé devant le bureau de sécurité du hall, criant qu'ils étaient de la famille de la propriétaire et qu'ils avaient tout à fait le droit d'être là. La réceptionniste a déclenché l'alarme silencieuse. On m'a sorti d'une réunion du conseil d'administration et je suis arrivé dans l'atrium juste au moment où papa commençait à hurler aux gardes de le laisser passer. Léo m'a vu le premier. Il tenait des copies imprimées du protocole d'accord et les agitait comme un drapeau de victoire. Maman pleurait déjà. Le visage de papa était plus rouge que je ne l'avais jamais vu. Ils ont exigé une réunion de famille sur le champ, devant les employés et les investisseurs qui avaient commencé à se rassembler. C'est à ce moment précis que Cyril est sorti de l'ascenseur. Cyril, le fils de l'oncle Fabien, 34 ans, un avocat associé en contentieux dans l'un des plus grands cabinets de Lyon, portait une épaisse enveloppe en manille scellée avec des timbres du tribunal. Il n'a pas élevé la voix une seule fois. Il s'est simplement dirigé vers papa et lui a remis les documents. Ordonnance restrictive temporaire signée ce matin par le juge Lambert. Il vous est à tous interdit de vous approcher à moins de 150 mètres d'Amélie Dubois, de sa résidence, de son lieu de travail ou de tout emplacement de l'Aurore Café. La violation constitue un délit passible d'une peine de prison. Papa a essayé de lui rendre les papiers en les lui fourrant dans les mains. C'est notre fille. Cyril n'a pas scié. Alors, agissez comme des parents au lieu de maîtres chanteurs. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application bancaire et j'ai mis fin au virement récurrent devant eux. 8 ans, 96 paiements, 710 000 euros, disparus d'un seul geste. Maman a laissé échapper un son comme si on l'avait frappé. Papa s'est jeté en avant, mais la sécurité intervenait déjà. 4 mois plus tard, l'avis de saisie immobilière était scotché sur leur porte d'entrée. Sans les 7 400 euros par mois qu'ils traitaient comme une allocation permanente, ils ont pris du retard sur le crédit immobilier presque immédiatement. La banque a envoyé le premier avertissement, puis le deuxième, puis la date de la vente aux enchères. Ils ont perdu la maison à la fin du printemps. Léo a gardé son emploi en marketing pendant exactement 9 semaines de plus. Puis il a publié une vidéo en direct sur Facebook de 47 minutes intitulée « Ma sœur a volé la fortune de notre famille ».
Son entreprise l'a licencié le même après-midi pour violation de leur politique de conduite sur les réseaux sociaux et pour avoir attiré une attention négative sur la marque. Aux dernières nouvelles, il était chauffeur pour une application de transport et vivait dans un studio de la taille de mon ancien dressing. J'ai changé tous les numéros de téléphone, toutes les adresses électroniques, tous les comptes qu'il pouvait atteindre. Maman a essayé d'envoyer des lettres au siège de l'entreprise. Elles sont allées directement à Cyril. Papa s'est présenté ivre dans un des magasins et a été escorté par la police. L'ordonnance restrictive a été rendue permanente 6 mois plus tard. En septembre, j'ai lancé la Fondation pour l'enfance l'Aurore avec un don personnel initial de 4,6 millions d'euros. Nous payons pour la thérapie, le logement d'urgence et des bourses d'études complètes pour les enfants qui ont grandi en tant que bouc émissaire de la famille pendant qu'un frère ou une sœur était placé sur un piédestal doré. La première bénéficiaire était une fille de Marseille dont les parents avaient passé toute son enfance à lui dire qu'elle était moins importante parce que son petit frère souffrait d'asthme. Sa lettre d'acceptation dans une grande école est encadrée au-dessus de mon bureau. Certains disent qu'on n'a qu'une seule famille. C'est peut-être vrai pour eux. Pour moi, la famille, ce sont les gens qui voient votre valeur sans avoir besoin de vous l'apprendre. J'ai bâti l'Aurore Café avec les mains gelées à 4 heures du matin, avec des larmes que je n'ai jamais laissé personne voir, avec chaque sacrifice que j'ai choisi de faire. Personne ne peut le revendiquer maintenant. Ni pour l'argent, ni pour la culpabilité, ni pour le mot « famille ». Les liens du sang sont peut-être forts, mais l'appel est encore plus. Et pour la première fois en 36 ans, j'ai enfin la mienne.